Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. C'est déjà dans les airs en ce moment même. Un missile nommé d'après un homme mort est déjà en train de brûler dans l'atmosphère en direction de Tel Aviv et il n'y a rien, pas un seul intercepteur encore disponible dans la bonne batterie, pas un seul radar capable de tracer une trajectoire assez propre qui va l'empêcher d'arriver. Et quand il arrivera, la conversation sur cette guerre changera de façon permanente parce que ce qui vient de voler vers la ville la plus souvent frappée de tout ce conflit n'est pas simplement un autre missile balistique, c'est l'arme la plus capable que l'Iran ait jamais construite. Elle porte le nom de l'homme dont la mort était censée affaiblir l'Iran, et elle descend en ce moment même sur le centre de Tel Aviv avec un système de guidage conçu précisément pour survivre à ce qu'il reste de la couche de défense aérienne qu'elle vient de percer. La frappe sur Dizengoff n'est pas un simple point de données dans un long relevé statistique de tirs de missiles iraniens. C'est un événement de seuil. Et une fois que l'on comprend l'arme, la logique de ciblage et le portrait de défense aérienne qui lui a permis d'arriver, la raison devient claire. C'est généralement le moment où la conférence de presse du dur à cuire manque d'adjectifs et où la réalité continue de parler. Ce qu'est réellement le HKSM importe, parce que le nom importe, et la couverture internationale le traite comme un simple élément décoratif. Ce n'est pas décoratif. En août 2020, environ 7 mois après que les États-Unis ont tué Qassem Soleimani lors d'une frappe de drone à l'aéroport international de Bagdad, l'Iran a dévoilé publiquement un nouveau missile balistique à carburant solide. Ils l'ont nommé d'après l'homme qui venait d'être tué. Ce n'était pas un geste symbolique, au sens où nommer une rue ou une place peut être symbolique. C'était une déclaration stratégique sur ce pourquoi l'arme avait été construite et sur l'événement auquel elle était destinée à répondre. L'Iran ne disait pas qu'il pleurait Soleimani. L'Iran disait qu'il avait construit un missile pour accomplir la promesse que sa mort avait rendue nécessaire. La dissuasion par slogan a toujours l'air moins coûteuse que la dissuasion par résultat, du moins jusqu'à ce que la facture arrive au-dessus d'une ligne d'horizon urbaine. Le HKSM a une portée d'environ 1400 km. Cela le place dans le même voisinage général que les missiles de la série Fatah qui ont frappé le territoire israélien durant les phases précédentes de ce conflit. Mais la portée est l'aspect le moins intéressant. La raison pour laquelle ce missile appartient à une catégorie différente de toutes les autres armes de l'arsenal iranien, c'est son système de guidage terminal, et non la technologie de véhicules de rentrée manœuvrant utilisée par les Fatah 1 et Fatah 2. Quelque chose de plus avancé, un autodirecteur terminal que l'Iran a décrit, et à l'égard duquel les analystes occidentaux ont passé 5 ans à se montrer, à juste titre, sceptiques et capables d'identifier et de verrouiller des points d'impact précis dans la zone visée durant les dernières secondes du vol. Il ne suit pas une manœuvre préprogrammée. Il observe activement, voit la cible et se dirige en temps réel vers un point précis à l'intérieur d'une zone précise. La différence entre ces deux choses semble technique. En réalité, elle change tout. Un véhicule de rentrée manœuvrant qui suit un schéma de manœuvre préplanifié est difficile à intercepter parce que la géométrie d'interception est complexe, mais il demeure prévisible dans la mesure où il suit une trajectoire qu'on peut calculer. Un autodirecteur terminal qui réagit activement à ce qu'il voit dans les dernières secondes du vol ne peut pas être intercepté à l'aide d'une solution de tir calculée avant que ses manœuvres finales aient lieu. On poursuit quelque chose qui décide de sa destination pendant qu'il avance. C'est un problème d'une nature complètement différente. Et ce matin, dans l'espace aérien de Tel Aviv, déjà privé des intercepteurs qu'il aurait fallu, ne serait-ce que pour tenter une solution contre une menace conventionnelle, l'autodirecteur terminal du HKSM a rencontré l'environnement défensif, le pire possible pour l'arrêter. Et c'est l'autre moitié de la raison pour laquelle ce matin a été ce matin, et non il y a 6 mois. Les missiles, malheureusement, ne s'arrêtent pas en plein vol pour admirer une promesse électorale de force. Pour comprendre le portrait de défense aérienne au-dessus de Tel Aviv en ce moment, il faut comprendre ce qui lui est arrivé au cours des semaines précédentes de ce conflit, d'une manière que les bilans de victimes et les comptes rendus de frappe, à eux seuls, ne transmettent pas. Les batteries Arrow, les systèmes David Sling, les stocks d'intercepteurs qui existaient au début de cette guerre avaient été constitués pendant des années, financés en partie par l'aide américaine à la sécurité, conçus pour fournir une couverture en couche contre exactement le type de menace balistique que l'Iran lance méthodiquement tout au long de ce conflit. Ces stocks ont été consommés, non pas dans un seul événement catastrophique, mais lentement, tir après tir, interception après interception, sur plusieurs semaines d'activité iranienne soutenue, calibrée, que ce soit délibérément ou par la logique même du conflit, pour épuiser la couche défensive plus vite qu'elle ne pouvait être reconstituée.
C'est la partie que la mise en scène stratégique n'aime jamais mentionner. Les stocks sont réels et les applaudissements ne sont pas des intercepteurs. L'installation Raphaël à Haïfa, qui produisait des intercepteurs de remplacement, a été frappée. Sa chaîne de production a été détruite. Les circuits d'approvisionnement d'urgence, qui étaient censés compenser partiellement cette perte de production, ont fonctionné selon un calendrier qui ne correspond pas au rythme de consommation exigé par la campagne en cours. Donc, lorsque le Hajj Qassem s'est approché de Tel Aviv ce matin, il ne s'approchait pas d'un système de défense aérienne pleinement approvisionné, pleinement opérationnel, dont les ordinateurs de conduite de tir travaillaient sur la géométrie complexe d'un autodirecteur terminal en vol. Il s'approchait d'un système épuisé, avec une couverture radar dégradée, et les intercepteurs qui restaient après des semaines d'attrition, essayant de générer une solution de tir contre un missile conçu dès le départ pour vaincre précisément cette couche appauvrie et dégradée. L'Iran n'a pas tiré le Hajj Qassem quand les défenses aériennes étaient à pleine capacité. Il a tiré d'autres armes, la série Fatah, les variantes Quds Force, des systèmes qui ont été échangés contre la couche défensive, l'usant, documentant les brèches de couverture, établissant le portrait opérationnel de ce qui restait et de l'endroit où cela se trouvait. Et quand la couverture a été suffisamment épuisée, quand les stocks d'intercepteurs ont été suffisamment bas, quand le portrait radar a été suffisamment dégradé, ils ont tiré le missile doté de l'autodirecteur terminal, celui qui attendait, celui qui portait le nom de l'homme. Cette séquence n'a rien de fortuit. C'est l'exécution d'un plan de campagne. Même le briefing le plus bruyant à la Trump ne peut pas transformer un lanceur vide en lanceur plein. Et l'Ogive, qui est arrivé ce matin, est arrivé dans le secteur central de Dizengoff, à Tel Aviv, pas dans les quartiers périphériques, pas dans les zones industrielles, ni dans les infrastructures portuaires qui ont été touchées lors des premières phases de ce conflit. La place Dizengoff, l'espace urbain civil le plus reconnaissable de la plus grande ville d'Israël, l'endroit où les Israéliens vont vivre leur vie, s'asseoir aux tables des cafés, marcher avec leurs enfants, faire les choses ordinaires que tous les gouvernements engagés dans un conflit prolongé disent à leur population qu'il devrait encore être possible de faire. L'ogive du Hajj Qassem se situe dans la catégorie des 500 kg. En terrain découvert, c'est une arme dévastatrice. Dans la géométrie urbaine confinée d'un centre-ville dense, où l'onde de choc se canalise entre les immeubles et s'amplifie contre les surfaces verticales en béton, les effets du rayon destructeur dépassent nettement ce que la seule masse brute de l'ogive laisserait croire. Des dommages structurels sur un rayon qui s'étend bien au-delà du point d'impact immédiat. Des fenêtres soufflées sur un rayon encore plus large. Et des gens dans ces rues qui s'y trouvaient parce que la fatigue liée aux alertes, après des semaines de sirènes quasi quotidiennes, avait commencé à éroder l'obéissance comportementale qui existait dans les premiers jours du conflit, lorsque les consignes d'abri semblaient nouvelles, graves et immédiatement nécessaires, plutôt que le rythme de fond d'une ville qui essaie de continuer à exister sous une attaque soutenue. La guerre a cette habitude cruelle d'ignorer la version télévisée où l'on déclare le contrôle total toutes les 48 heures. Le gouvernement israélien a confirmé la frappe et déclaré que l'évaluation des victimes est en cours. Ce langage, ce calendrier, ce schéma de communication officielle signifie ce qu'ils ont signifié chaque fois que ce conflit a produit une frappe dont le bilan réel était plus lourd que ce que la déclaration initiale laissait entendre. L'emplacement de Dizengoff compte aussi pour ce qu'il communique au-delà de la destruction physique immédiate. La place Dizengoff n'est pas une installation militaire. Ce n'est pas une centrale électrique, ni un centre de communication, ni un complexe gouvernemental. C'est l'endroit où la population civile de la plus grande ville d'Israël va être civile. La frapper avec le missile balistique le plus précis et le plus capable de l'Iran, lors de son baptême du feu, envoie un message sur ce que cette arme a été construite pour atteindre, et sur ce que l'Iran a choisi de viser avec elle. Ce message a une signification particulière dans le contexte d'un missile nommé d'après un homme tué par les États-Unis et Israël, un missile dont le développement a été financé et accéléré par l'énergie politique et institutionnelle engendrée par cette mise à mort. Le message n'a rien de subtil. C'est la réponse, pas une réponse, la réponse. Et des réponses comme celle-là survivent souvent plus longtemps que les hommes qui ont d'abord vendu l'escalade, comme s'il s'agissait d'un exercice de marque. Les implications pour la politique intérieure israélienne se manifestent de la manière la plus immédiate et la plus visible possible. Le gouvernement israélien gère une population qui encaisse des attaques de missiles soutenus depuis des semaines, tout en se faisant dire que la campagne aérienne en cours dégrade la capacité iranienne de façon réelle et durable. C'est là le problème de la politique spectacle. Le scénario peut encore sonner victorieux longtemps après que les faits ont cessé de coopérer. Le missile nommé d'après Qassem Soleimani, frappant le centre de Tel Aviv lors de son baptême du feu,
Après que la mise à mort de l'homme dont il porte le nom a été justifiée en partie par l'idée qu'elle affaiblirait la puissance militaire iranienne, constitue une contradiction très précise et très publique de cette prémisse. Il s'avère que mission accomplie demeure une formule dangereuse quand on la traite comme une stratégie plutôt que comme du théâtre. Soleimani a été tué. L'Iran a construit le Haj Qassem. Le Haj Qassem vient d'atteindre Dizengoff. Cette séquence est lisible pour chaque citoyen israélien, sans aucun contexte analytique supplémentaire. Il n'est pas nécessaire d'avoir un briefing de renseignement pour comprendre ce qu'elle signifie. Pour les États-Unis, les implications stratégiques dépassent la question tactique immédiate de savoir ce qui va arriver ensuite dans ce conflit. La mise à mort de Soleimani a été l'une des décisions militaires américaines les plus lourdes de conséquences de la dernière décennie. Elle a été défendue publiquement au motif qu'elle réduirait la capacité militaire iranienne et diminuerait la menace que l'Iran faisait peser sur les intérêts américains et leurs alliés dans la région. Le Haj Qassem est la réponse nommée, documentée, développée spécifiquement à cette mise à mort. Il a été développé dans la période qui a suivi janvier 2020. Il a été nommé explicitement en hommage et il a maintenant démontré, lors de sa première utilisation au combat, que la mise à mort de Soleimani n'a pas empêché l'Iran de développer et de déployer le système de missiles balistiques le plus capable qu'il ait jamais possédé. Il s'agit d'une réfutation précise et documentée de la logique stratégique utilisée pour justifier la frappe, et personne ayant prêté attention à ce que disait la direction iranienne entre 2020 et aujourd'hui ne peut prétendre ne pas avoir été prévenu que telle était la trajectoire voulue. Le camp Trump a vendu la force comme si les conséquences étaient facultatives, ce qui est généralement la meilleure façon de voir les conséquences arriver avec encore plus de force. La question que soulève maintenant ce baptême du feu est la plus difficile, et elle n'a pas encore de réponse nette. La question de savoir si la frappe sur Dizengoff est la réponse, au sens où l'Iran a déployé le Haj Qassem une fois, a envoyé son message et calibrera désormais la suite selon la réaction, ou si cela marque le début d'une phase dans laquelle l'Iran utilise son système de missiles balistiques le plus précis et le plus capable contre toute la gamme de cibles à haute valeur que l'autodirecteur terminal rend maintenant accessible d'une manière que les systèmes précédents ne pouvaient pas atteindre, demeure sans réponse. Parce que les cibles situées dans un rayon de 1400 km de l'Iran et que l'autodirecteur terminal du Haj Qassem peut maintenant verrouiller avec précision ne se limitent pas à la place Dizengoff. L'installation de Dimona, le complexe gouvernemental d'Ursi, dans le Negev, qui a servi d'infrastructure de commandement de rechange pendant tout ce conflit, les nœuds restants de commandement militaire et de communication qui ont continué à fonctionner au moyen de systèmes de contingence dégradés après des semaines de frappe contre leur infrastructure principale, tous se trouvent à portée. Tous peuvent maintenant être visés avec une précision que la série Fatah pouvait menacer, mais pas livrés de façon fiable. Une fois qu'un conflit atteint ce stade, la fanfaronnade cesse d'être une analyse et commence à ressembler à un luxe. Et la question des consignes d'abri, celle qui se pose en privé dans tous les organismes de gestion d'urgence et de planification de la défense civile en Israël en ce moment même, demeure elle aussi centrale. Les consignes ont été constantes tout au long de ce conflit. Aller à l'abri quand la sirène retentit. Attendre le signal de fin d'alerte. Mais l'érosion comportementale est visible et les victimes de Dizengoff sont le résultat direct d'une population qui subit des alertes quasi quotidiennes depuis des semaines et qui se trouvait sur une place publique quand le seul missile qui n'a pas été intercepté est arrivé. Un système dans lequel la principale mesure de protection civile dépend de l'obéissance comportementale, où cette obéissance s'érode sous une pression soutenue et où les intercepteurs censés arrêter les missiles avant que les consignes d'abri ne deviennent la dernière ligne de défense ont été épuisées, n'est pas un système capable d'absorber indéfiniment des tirs balistiques iraniens sans que les pertes reflètent cette vulnérabilité qui s'accumule. Aucun slogan lancé depuis un podium complaisant ne peut restaurer la confiance du public une fois que la routine des alertes commence à paraître normale et que la routine de protection commence à échouer. L'autodirecteur terminal du Haj Qassem et la couche défensive épuisée au-dessus de Tel Aviv sont deux variables qui agissent dans la même direction. La frappe sur Dizengoff est ce que produisent ces deux variables lorsqu'elles se croisent. Rien de tout cela ne laisse entrevoir, pour l'instant, une résolution nette ou optimiste. Ce qui est visible, c'est l'arme, la logique de ciblage, le portrait de défense aérienne et le point de données de combat produit ce matin. La réalité, contrairement à l'image de marque politique, ne devient pas moins réelle simplement parce qu'on la répète avec davantage d'assurance. Le Haj Qassem, nommé d'après Qassem Soleimani, a fait son baptême du feu dans la ville qui encaisse les frappes iraniennes tout au long de cette guerre.
Le système de guidage a fonctionné. La couche défensive ne l'a pas arrêté. Et la question de savoir ce que l'Iran fera ensuite avec un missile qui a maintenant prouvé au combat qu'il peut atteindre et viser avec précision les points les plus sensibles du pays qu'il a été construit pour frapper, est la question déterminante de la direction que prendra ce conflit à partir d'ici. L'ancienne promesse parlait de domination. La preuve actuelle montre surtout que la domination avait été survendue, dans le style habituel, tout en majuscules. Le choix de la place d'Izangov comme première cible indique directement ce que l'Iran entend démontrer avec le reste de son inventaire de Haj Qassem. Et le moment où un système de guidage que la couche défensive existante ne peut pas intercepter de façon fiable change le calcul fondamental de ce qui est possible dans ce conflit a peu être déjà été atteint, au moment où les éléments de langage finissent par rattraper la situation, le champ de bataille, lui, est généralement déjà passé à autre chose. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.